Peut-être que je reviendrai vous chercher. La fille a ri en abandonnant ses parents sur l'île déserte, mais le vieil homme, Sylvie Bernard, a couvert son visage de ses mains en regardant le bateau s'éloigner lentement, emportant sa fille unique. Le bruit des vagues frappant le sable doré ne parvenait pas à étouffer l'écho des paroles cruelles que Valérie avait criées avant de partir. À ses côtés, assis sur la vieille valise en cuir qui avait appartenu à son père, Gérard gardait le regard fixé sur l'horizon, les lèvres serrées en une ligne tendue qui cachait bien plus qu'une simple résignation. « Peut-être que je reviendrai vous chercher, si vous le méritez », avait crié Valérie, accompagnée d'un rire froid qui avait transpercé le cœur de Sylvie comme une lame. La femme de 67 ans entendait encore le ton vengeur dans la voix de sa fille de 42 ans, une amertume cultivée au fil de décennies de ressentiments jamais résolus. Gérard, 69 ans, restait dans un silence absolu, et cela la rendait encore plus inquiète. Il n'avait montré aucune surprise lorsque Valérie les avait conduits sur cette petite plage isolée et avait annoncé qu'elle resterait là quelques jours. En réalité, maintenant que Sylvie repensait aux événements, il y avait quelque chose d'étrangement préparé dans l'attitude de son mari. La petite île se trouvait à environ 2 heures de bateau des côtes corses. Valérie avait insisté pour qu'il fasse ce voyage, prétextant vouloir passer du temps avec ses parents, loin des pressions de la ville. Pendant tout le trajet en voiture depuis Paris jusqu'à Marseille, puis sur le bateau affrété, elle avait été attentionnée et affectueuse, un comportement qui aurait dû alerter Sylvie. Cela faisait des années qu'ils n'avaient pas vu leur fille montrer le moindre attachement sincère envers eux. Les réunions de famille étaient devenues des rituels froids et obligatoires, ponctués de reproches et de récriminations voilées. « Gérard, s'il te plaît, dis quelque chose » murmura Sylvie, retirant enfin ses mains de son visage pour regarder son mari. « Comment peux-tu rester si calme? Notre fille nous a abandonnés sur une île déserte. » Il tourna lentement la tête, et Sylvie remarqua une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer dans ces yeux bleus qu'elle avait aimés pendant plus de 4 décennies. Il y avait de la détermination, mais aussi quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Sylvie, ma chérie, » dit-il d'une voix rauque, devenue plus prononcée ces derniers mois. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, juste quelques jours. »« Te faire confiance ?» se leva-t-elle brusquement, le sable collant à ses sandales. « Gérard, nous sommes piégés ici. Il n'y a personne, il n'y a rien. Comment allons-nous survivre? Comment allons-nous rentrer à la maison ?» L'homme poussa un profond soupir et se leva à son tour, ses articulations protestant après être resté si longtemps assis. Il s'approcha de la valise en cuir et l'ouvrit lentement, comme s'il révélait un trésor. Sylvie s'approcha, curieuse malgré sa colère, et vit qu'il y avait bien plus que les vêtements qu'il avait préparés pour le voyage. Il y avait des boîtes de conserve, des barres de céréales, des médicaments, même un petit réchaud portable et du combustible. Au fond de la valise, soigneusement protégée par des vêtements, se trouvaient des documents dans des enveloppes scellées et un téléphone de rechange qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Gérard !» La voix de Sylvie sortit comme un murmure. « Tu savais qu'elle allait faire ça. Ce n'était pas une question. C'était un constat douloureux qui fit s'écrouler un peu plus son monde. L'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance pendant tant d'années avait comploté contre elle, ou du moins avait permis que cette situation se produise. « Oui, je savais, » admit-il, croisant son regard. « Mais ce n'est pas ce que tu penses, Sylvie. Je n'ai pas comploté avec notre fille pour nous faire du mal. J'avais besoin que cela arrive. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela aide beaucoup ceux qui débutent. Et maintenant, continuons. » Sylvie sentit ses jambes se dérober et se laissa retomber sur le sable. Le soleil de fin d'après-midi peignait le ciel de tons orangés, créant une beauté presque ironique face à la révélation qu'elle venait d'entendre. « Il fallait que cela arrive ?» répéta-t-elle, la voix chargée d'incrédulité. « Gérard, tu es devenu fou. Pourquoi quelqu'un de sain d'esprit aurait-il besoin d'être abandonné sur une île ?» Il se rassit à côté d'elle, mais garda une distance respectueuse, comme s'il comprenait qu'il avait trahi la confiance de sa femme et qu'il devait la regagner. « Parce que notre famille est en train de se déchirer, Sylvie, et parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour réparer ça.
La dernière phrase fut dite si bas qu'elle l'entendit à peine à cause du bruit des vagues. Mais quelque chose dans son ton la fit se concentrer. Il y avait une tristesse profonde là-dedans, un poids qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'as plus beaucoup de temps » Gérard prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à sauter d'une falaise. Quand il parla, sa voix était ferme, mais Sylvie pouvait voir le tremblement de ses mains. « Je suis allé voir le médecin il y a 3 mois, Sylvie. Le docteur Lefebvre a demandé des examens après que j'ai commencé à avoir ces quintes de toux persistantes. Tu te souviens, je t'ai dit que c'était juste un rhume qui ne passait pas. » Le cœur de Sylvie se mit à battre plus vite. Elle se souvenait parfaitement des quintes de toux, des nuits où il se réveillait en haletant, des journées où il semblait plus fatigué qu'il n'aurait dû l'être. Elle lui avait suggéré plusieurs fois de consulter un médecin, mais il avait toujours une excuse pour remettre à plus tard. Les examens ont montré... Il s'arrêta, avala sa salive. Les examens ont montré que j'ai un cancer du poumon, Sylvie, à un stade avancé. Le monde de Sylvie s'arrêta. Le bruit des vagues devint lointain. La chaleur du soleil sur sa peau sembla diminuer, et pendant un instant, elle eut l'impression de flotter hors de son propre corps. Cancer, stade avancé. Les mots résonnaient dans son esprit comme un glas funèbre. « Non, murmura-t-elle. Non, ça ne peut pas être vrai. Tu vas bien. Tu es là. Tu me parles. Il me reste entre 3 et 6 mois d'après le docteur Lefebvre. » Poursuivit Gérard, sa voix gagnant une étrange sérénité. Je pourrais faire de la chimiothérapie, essayer de gagner encore quelques mois, mais la qualité de vie serait terrible. Et j'ai décidé que je préfère utiliser le temps qu'il me reste pour essayer de réparer notre famille. Sylvie se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses et discrètes, mais des sanglots profonds qui venaient du plus profond de son âme. 43 ans de mariage, 43 ans aux côtés de cet homme, et il venait de lui dire qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» réussit-elle à demander entre 2 sanglots. « Pourquoi tu m'as caché ça ?»« Parce que je savais que tu allais paniquer, » dit-il doucement, tendant la main pour toucher son visage, mais hésitant à mi-chemin. « Tu aurais voulu que je fasse toutes sortes de traitements. Tu aurais voulu un 2e avis, un 3e avis. Tu aurais transformé mes derniers mois en une course désespérée, contre quelque chose qu'on ne peut pas gagner. Mais c'est ce que font les gens qui s'aiment, cria-t-elle, la douleur se transformant en colère. Ils se battent ensemble, ils affrontent les choses ensemble, et nous allons affronter ça, Sylvie, mais à ma façon. Sa voix était ferme, mais pas dure. Je veux utiliser mes derniers mois pour essayer de reconquérir notre fille, pour essayer de reconstruire notre famille. Et je savais que la seule façon d'y parvenir serait de créer une situation où nous serions tous forcés de faire face à la vérité sur nos relations. Sylvie s'essuya le visage avec ses mains, essayant de digérer tout ce qu'elle venait d'entendre. La révélation sur la maladie de son mari avait complètement changé sa perspective sur la situation. Maintenant, elle comprenait pourquoi il avait accepté le plan fou de Valérie, pourquoi il avait apporté des provisions, pourquoi il semblait s'y préparer. « Raconte-moi tout, dit-elle enfin. Raconte-moi exactement ce que toi et Valérie avez prévu. » Gérard s'installa plus confortablement dans le sable, comme s'il s'apprêtait à raconter une longue histoire. Et de fait, c'en était une. « Valérie est venue me trouver il y a 2 semaines, commença-t-il. Elle est arrivée au cabinet en disant qu'elle voulait me parler en tête-à-tête. J'ai trouvé cela étrange, car depuis des années, elle ne me parle que lorsque tu es présente, et encore uniquement pour le strict nécessaire. » Sylvie acquiesça, c'était vrai. Depuis le divorce mouvementé de Valérie 3 ans plus tôt, elle s'était encore plus éloignée de ses parents, surtout de son père. Elle reprochait à Gérard de ne pas avoir soutenu sa décision de se séparer plus tôt. Elle l'accusait d'avoir donné des conseils conservateurs qui l'avaient maintenue dans un mariage malheureux plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Elle a dit qu'elle en avait assez de porter des ressentiments, qu'elle voulait faire la paix avec la famille avant qu'il ne soit trop tard. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à notre relation et qu'elle avait un plan pour nous reconnecter. Et tu l'as cru, comme ça, sans autre forme de procès? Gérard eut un sourire triste. Non, Sylvie, je ne l'ai pas cru. Je savais qu'il y avait autre chose là-dessous. Notre fille a toujours été intelligente, mais elle a aussi toujours été rancunière lorsqu'elle se sentait lésée.
J'étais certain qu'elle préparait une sorte de leçon. Alors pourquoi as-tu accepté? Parce que j'ai compris qu'elle avait raison sur un point. Notre famille avait vraiment besoin d'un choc pour se reconnecter. Et parce que je me suis dit que peut-être, si elle parvenait à évacuer toute sa colère d'un coup, nous pourrions commencer à reconstruire notre relation sur des bases plus honnêtes. Sylvie secoua la tête, essayant encore de tout assimiler. « Mais tu ne lui as pas parlé de ta maladie? » « Non, c'est quelque chose que je veux lui dire en personne quand elle reviendra, et elle reviendra, Sylvie, j'en suis certain. » « Comment peux-tu en être certain ?» Gérard se leva et retourna vers la valise. De l'une des poches latérales, il sortit une enveloppe Kraft. Parce que dans cette enveloppe se trouvent les documents de transfert de notre maison et de toutes nos économies en euros à son nom. Des documents qui ne deviennent valides que si nous nous rendons personnellement à l'étude notariale pour les signer. Et elle le découvrira quand elle essaiera d'utiliser les documents que je lui ai laissés. Sylvie sentit sa bouche s'assécher. « Tu lui as donné notre maison ?» « Je lui ai donné de faux documents, Sylvie. Très convaincants, mais faux. Elle le découvrira quand elle essaiera d'enregistrer le transfert. Et quand elle découvrira qu'elle a été trompée, elle reviendra ici furieuse, exigeant une explication. » La complexité du plan de son mari commença à lui apparaître clairement. C'était un piège élaboré, mais avec un but qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre entièrement. « Et tu penses qu'elle nous pardonnera quand elle découvrira que tu l'as trompée aussi? Je pense que quand elle saura pour ma maladie, elle comprendra pourquoi j'ai fait cela. Et j'espère que nous pourrons tous les trois avoir des conversations honnêtes sur nos erreurs et nos ressentiments avant qu'il ne soit trop tard. » Le soleil se couchait, teignant le ciel de rose et d'orange. La température avait baissé et Sylvie sentit un frisson parcourir ses bras. Gérard le remarqua et rouvrit la valise, en sortant un manteau en laine qu'elle reconnut comme celui qu'elle lui avait offert des années plus tôt. « Mais ça, dit-il en lui tendant le manteau. La nuit va être froide. » Sylvie accepta le manteau, mais ses mains tremblaient, non pas seulement à cause du froid, mais à cause de la surcharge émotionnelle de ces dernières heures. Tandis qu'elle se couvrait, une nouvelle inquiétude surgit dans son esprit. Gérard, et si elle ne revient pas? Et si elle décide que ça n'en vaut pas la peine? Et si elle accepte simplement la perte des documents et continue sa vie? Alors au moins, nous aurons essayé, répondit-il en se rasseyant à côté d'elle. Et au moins nous aurons quelques jours ensemble, loin de toutes les distractions de la ville, pour parler de notre propre relation. Notre relation? Sylvie le regarda avec surprise. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre relation? Gérard hésita, comme s'il décidait jusqu'où aller dans ses confidences. Sylvie, tu penses vraiment que nous allons bien? Quand est-ce qu'on a eu une vraie conversation pour la dernière fois sur des choses importantes? Quand est-ce qu'on a fait quelque chose ensemble? Pour la dernière fois, à part regarder la télévision ou nous plaindre de Valérie? La question prit Sylvie au dépourvu. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais se rendit compte qu'elle ne se souvenait d'aucune occasion récente qu'elle aurait pu citer comme exemple d'intimité véritable entre eux. « Nous parlons, dit-elle, mais sa voix ne portait pas la conviction. Nous parlons des factures, de la santé des voisins, de ce qui passe à la télévision, corrigea Gérard doucement. Mais quand est-ce qu'on a parlé de nos rêves, pour la dernière fois, de nos peurs, de ce que nous pensons et ressentons vraiment? Sylvie sentit une boule dans sa gorge. Il avait raison, et elle le savait. Ces dernières années, surtout depuis que Valérie s'était éloignée de la famille, elle et Gérard étaient tombés dans une routine confortable mais superficielle. Ils partagèrent le même toit, le même lit, les mêmes repas, mais vivaient des vies émotionnellement séparées. « Quand tu as découvert ta maladie, demanda-t-elle doucement, quelle a été ta première pensée à mon sujet? » Gérard mit du temps à répondre, regardant la mer qui reflétait maintenant les couleurs du coucher de soleil. « Ma première pensée a été que j'allais te laisser seule, dit-il enfin, et ma deuxième pensée a été que peut-être tu ne me manquerais même pas tant que ça, parce que nous vivions déjà comme des étrangers polis depuis si longtemps. » Les paroles de Gérard furent comme un coup de poing au ventre pour Sylvie. Elles faisaient mal parce qu'elles étaient vraies.
Ils étaient devenus des compagnons de convenance, partageant les responsabilités et les habitudes, mais sans la passion et l'intimité qui avaient autrefois défini leur relation. « Tu allais me manquer, » murmura-t-elle. « Tu allais beaucoup me manquer. »« Je sais que j'allais te manquer, Sylvie. »« Mais qui allait te manquer? L'homme qui partage ton lit ou l'homme que tu aimais quand nous nous sommes mariés ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux, tandis que la première étoile apparaissait dans le ciel qui s'obscurcissait. Sylvie se rendit compte qu'elle ne pouvait pas faire la distinction entre ces deux versions de Gérard parce qu'elle avait cessé de faire attention à lui en tant que personne depuis bien longtemps. Ils passèrent la première nuit sur la plage, utilisant leurs vêtements de rechange comme oreillers et se couvrant avec le manteau de Gérard. Ils dormirent côte à côte, mais sans se toucher, comme ils le faisaient à la maison depuis des années. La différence, c'est que maintenant, sous le ciel étoilé et avec le bruit constant des vagues, ils restèrent tous les deux éveillés pendant des heures, perdus dans leurs pensées sur toutes les révélations de la journée. Quand Sylvie s'endormit enfin, elle rêva d'une époque où elle et Gérard étaient jeunes et amoureux, où passer une nuit à la Belle Étoile aurait été une aventure romantique plutôt qu'une conséquence de manipulation familiale. Elle se réveilla au lever du soleil et trouva Gérard déjà réveillé, contemplant l'horizon. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, mais sa voix était rauque, et Sylvie remarqua qu'il semblait plus pâle que la veille. « Gérard, est-ce que tu te sens bien ?» s'approcha-t-elle, touchant son front. « Tu as de la fièvre. »« Je vais bien, » dit-il, mais la toux qui suivit contredit ses paroles. « C'est juste l'air du bord de mer, ça a dû m'irriter un peu. » Sylvie savait que ce n'était pas vrai. Elle voyait les premiers signes visibles de la maladie qu'il lui avait cachée, et la réalité de sa condition devint bien plus concrète. « Tu as pris tes médicaments ?» demanda-t-elle, cherchant déjà dans la valise. « Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Juste quelques-uns contre la douleur et la toux. » Sylvie trouva une petite trousse contenant des médicaments et lui donna un comprimé contre la toux avec une gorgée d'eau d'une des bouteilles qui se trouvait dans la valise. Pendant qu'il prenait son médicament, elle regarda autour d'elle sur la plage, observant vraiment les lieux pour la première fois. La plage était petite, peut-être 100 mètres de long, bordée de rochers des deux côtés qui formaient de petites lagunes naturelles à marée basse. Derrière eux, une végétation dense semblait impénétrable, mais Sylvie pouvait distinguer ce qui ressemblait à un étroit sentier entre les arbres. « Gérard, il y a un sentier par là, » dit-elle en pointant du doigt. « Tu penses qu'on devrait explorer? Il y a peut-être une construction plus à l'intérieur de l'île. » Il suivit son regard et acquiesça. « Ça peut être une bonne idée, mais attendons d'abord que tu prennes ton petit déjeuner. Tu as besoin de garder des forces. » Ils partagèrent un repas simple composé de biscuits et d'une boîte de sardines, accompagné d'eau. C'était un repas bien différent des petits déjeuners élaborés que Sylvie avait l'habitude de préparer à la maison, mais il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans sa simplicité. « Tu sais, » dit-elle en mâchant un biscuit, « je n'avais pas pris un petit déjeuner aussi simple depuis l'époque où nous étions jeunes mariés et où nous n'avions pas un sou. » « Je pensais exactement à la même chose, » répondit Gérard avec un sourire. « Tu te souviens de ce minuscule appartement qu'on avait loué? Un jour, on est resté 3 jours à ne manger que du pain et du beurre parce que l'argent était épuisé et qu'il restait 1 semaine avant que je touche mon salaire. Et pourtant, nous étions heureux, » murmura Sylvie, surprise par la nostalgie qu'elle ressentait pour cette époque. « Nous étions heureux parce que nous avions de l'espoir, » dit Gérard. « Nous avions toute la vie devant nous, et chaque difficulté semblait temporaire, quelque chose que nous surmonterions ensemble. Et quand avons-nous cessé d'avoir de l'espoir? » La question de Sylvie resta sans réponse, tandis qu'ils terminaient leur repas dans un silence contemplatif. Ensuite, ne portant que l'essentiel dans un petit sac que Gérard avait apporté, ils commencèrent à explorer le sentier. La végétation était plus dense qu'elle ne le paraissait de loin, et le sentier était étroit et irrégulier. Gérard, qui avait toujours été un homme actif, commença à être essoufflé après seulement quelques minutes de marche. Sylvie tenta de dissimuler son inquiétude, mais il était évident que la maladie affectait son endurance physique. Après environ 20 minutes de marche lente, ils arrivèrent à une petite clairière où se dressait une cabane en bois rustique. C'était une construction simple, visiblement abandonnée depuis un certain temps, mais la structure semblait solide. « Quelqu'un a dû vivre ici autrefois, » dit Sylvie en s'approchant de la porte. « Ou peut-être que c'est un abri pour pêcheurs. »
La porte n'était pas verrouillée, et lorsqu'ils l'ouvrirent, ils découvrirent un espace petit, mais fonctionnel. Il y avait un lit simple avec un matelas qui, bien que poussiéreux, semblait en bon état. Une table en bois, 2 chaises, des étagères vides et une petite fenêtre qui donnait sur la cime des arbres. « C'est parfait », dit Gérard en s'asseyant sur l'une des chaises pour se reposer. « Bien mieux que de dormir sur la plage. » Sylvie commença à inspecter les coins de la cabane et fit une découverte intéressante. Sur une étagère haute, elle trouva quelques articles laissés par d'anciens occupants. Des conserves encore dans leur date de péremption, des bougies, des allumettes et même quelques assiettes et couverts émaillés. « Gérard, regarde ça !» l'appela-t-elle en montrant les provisions. « C'est comme si quelqu'un savait que nous pourrions avoir besoin de ces choses. » Il se leva pour regarder et Sylvie vit quelque chose traverser rapidement son regard. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Tu savais pour cette cabane ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Gérard soupira. Valérie a mentionné qu'il y avait une construction sur l'île. Elle a dit qu'une de ses amies avait campé ici à quelques reprises et connaissait l'endroit. « Et les provisions, elles font aussi partie de ton plan ?»« Non, celles-là, je ne les attendais pas, » répondit-il, paraissant sincèrement surpris. « Elles ont dû être laissées par d'autres visiteurs. » Sylvie voulait le croire, mais sa confiance avait été ébranlée par les révélations de la veille. Combien d'autres choses avait-il planifiées sans lui en parler? Ils passèrent le reste de la matinée à nettoyer et à organiser la cabane. C'était un travail physique qui exigeait de la coopération, et Sylvie remarqua que, pour la première fois depuis des années, elle et Gérard travaillaient ensemble en équipe. Il n'y avait pas de télévision pour les distraire, pas d'appel téléphonique pour les interrompre, pas de voisins qui passaient pour discuter. Ils n'étaient que tous les deux, concentrés sur une tâche commune. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Et maintenant, je continue. Pendant le déjeuner, préparé avec les provisions trouvées et cuisiné sur le petit réchaud que Gérard avait apporté, Sylvie décida de poser une question qui la préoccupait depuis la veille au soir. « Tu as dit que tu n'avais pas parlé de ta maladie à Valérie, » commença-t-elle en remuant la nourriture dans son assiette. « Mais tu comptes le lui dire quand elle reviendra ?»« Oui, j'y compte. Et tu penses qu'elle réagira bien. Vu qu'elle vient de découvrir que tu l'as trompée avec les documents ?» Gérard arrêta de manger et regarda par la fenêtre de la cabane. « Je ne sais pas comment elle réagira, Sylvie. Notre fille est devenue une femme que je reconnais à peine. Mais j'espère que quand elle saura que mon temps est limité, elle trouvera un peu de compassion dans son cœur. Et si elle ne la trouve pas? Et si elle dit que tu mérites de souffrir pour lui avoir menti toutes ces années? » « Quelles années de mensonges ?» demanda-t-il, semblant sincèrement confus. « Gérard, notre fille nous accuse de n'avoir jamais été des parents présents sur le plan émotionnel. Elle dit que nous nous sommes toujours souciés davantage des apparences et de nos propres vies que de ses sentiments. Tu penses qu'elle a complètement tort ?» La question créa un silence inconfortable. Gérard se remit à remuer la nourriture, mais Sylvie pouvait voir qu'il réfléchissait profondément. « J'ai toujours pensé que j'étais un bon père, » dit-il enfin. « J'ai travaillé dur pour lui donner une bonne éducation, une maison confortable, des opportunités que je n'ai jamais eues. Valérie n'a jamais manqué de rien sur le plan matériel. Mais sur le plan émotionnel, tu te souviens d'avoir eu des conversations profondes avec elle quand elle était adolescente, de lui avoir demandé quelles étaient ses peurs, ses rêves, ses relations? » Gérard resta silencieux pendant un long moment. « Je pensais que c'était le rôle de la mère, » admit-il enfin. « Je pensais que mon rôle était d'être le soutien de famille, le protecteur, celui qui fixait les limites. Je pensais que les conversations émotionnelles étaient ta responsabilité. Et tu penses que j'ai fait du bon travail dans ce domaine? Tu as toujours été plus proche d'elle que moi, dit-il, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Gérard, moi aussi j'ai échoué avec notre fille, admit Sylvie, sentant un poids sur la poitrine. J'étais tellement préoccupée à être une mère parfaite, à maintenir notre maison parfaite, à maintenir l'image parfaite de notre famille, que j'ai oublié de vraiment connaître qui était notre fille en tant que personne. » Les aveux de Sylvie ouvrirent une porte à une conversation qu'ils avaient évitée pendant des années.
Pendant le reste de l'après-midi, ils marchèrent sur la petite île et parlèrent de leurs échecs en tant que parents. C'était une conversation douloureuse, pleine d'aveux difficiles et de larmes, mais il y avait aussi quelque chose de libérateur à reconnaître enfin leurs défauts à voix haute. « Tu te souviens quand Valérie avait 15 ans et qu'elle est venue me dire qu'elle avait le béguin pour une fille de son école ?» demanda Sylvie, tandis qu'ils marchaient sur un sentier qui faisait le tour de l'île. « Je m'en souviens, » répondit Gérard. « Tu étais très inquiète. »« J'étais inquiète de ce que les autres allaient penser, » corrigea Sylvie. « Je ne me suis pas souciée de ce qu'elle ressentait, ni de la manière dont je pourrais l'aider à comprendre ses propres sentiments. Ma première réaction a été d'essayer de la convaincre que ce n'était qu'une phase. Et moi, je n'ai même pas participé à la conversation, » rappela Gérard avec regret. « Je t'ai dit de régler ça parce que c'était une affaire de femme. » « Elle ne m'a plus jamais reparlé de ses relations après ça, » dit Sylvie. « Elle ne m'a plus jamais parlé de quelqu'un qui l'intéressait. Elle n'a plus jamais demandé de conseils sur l'amour ou la sexualité. J'ai fermé cette porte pour toujours. » Ils s'arrêtèrent sur un point culminant de l'île, d'où ils pouvaient voir toute l'étendue de la mer autour d'eux. Il n'y avait aucun signe d'autres embarcations, seulement l'immensité bleue s'étendant jusqu'à l'horizon. « C'est peut-être pour ça que son mariage a été si problématique, » réfléchit Gérard. Elle n'a jamais eu de parents à qui elle pouvait parler de ses relations véritablement. Elle n'a jamais vu d'exemple de la façon de gérer les conflits de manière saine. Parce que nous non plus, nous ne savions pas gérer les conflits de manière saine, ajouta Sylvie. Tu te souviens de nos disputes? Soit tu explosais et tu sortais de la maison, soit je restais silencieuse pendant des jours. Nous ne nous asseyions jamais pour discuter et régler les choses comme des adultes. Et Valérie voyait tout cela. Valérie voyait tout cela, et elle a appris que les relations reposent sur le pouvoir, la manipulation et le ressentiment, pas sur l'amour, la compréhension et le pardon. Lorsqu'ils revinrent à la cabane en fin d'après-midi, ils étaient tous les deux émotionnellement épuisés, mais il y avait aussi quelque chose de différent entre eux. L'honnêteté brutale de leur confession avait créé une intimité qui n'existait plus depuis des années. « Sylvie, » dit Gérard pendant qu'il préparait un repas simple, « peux-tu me pardonner de ne pas t'avoir parlé de la maladie immédiatement ?» Elle s'arrêta de couper les légumes et le regarda. « Je peux comprendre pourquoi tu as fait ça, même si je ne suis pas d'accord avec ta décision. Et peux-tu me pardonner toutes ces années où j'ai été un mari physiquement présent, mais émotionnellement absent ?» La question fut plus difficile. Sylvie prit le temps de traiter tous les sentiments qui affluaient. « Peux-tu me pardonner toutes ces années où j'ai été une épouse contrôlante, qui se souciait plus des apparences que de nos vrais sentiments ?» répliqua-t-elle. « Je t'ai déjà pardonné, » dit-il sans hésiter. « Et si nous pouvions recommencer en sachant ce que nous savons maintenant ?»« Nous ne pouvons pas recommencer, Gérard, » répondit-elle doucement. « Mais peut-être pouvons-nous avoir une meilleure fin. » Cette nuit-là, ils dormirent dans le lit de la cabane. Ce ne fut pas une décision consciente. C'est simplement arrivé naturellement. Ils ne firent pas l'amour, mais ils dormirent enlacés pour la première fois depuis des années. Sylvie sentit le corps de son mari contre le sien et réalisa à quel point il avait maigri, à quel point la maladie affectait déjà son physique. Le matin du 3e jour, Gérard se réveilla avec une quinte de toux plus intense. Sylvie s'inquiéta en voyant de petites gouttes de sang sur le mouchoir dont il s'était couvert la bouche. « Gérard, ça s'aggrave, » dit-elle, en touchant son front qui était de nouveau chaud. « Tu as besoin de soins médicaux. »« Je vais bien, » insista-t-il, mais sa voix était plus faible. « C'est juste l'effort physique de ces derniers jours. »« Non, tu ne vas pas bien, » dit-elle fermement. « Et je ne vais pas rester ici à te regarder te détériorer. Où est ce téléphone portable que tu as apporté ? Sylvie, s'il te plaît, où est le téléphone, Gérard ?» Il soupira et montra la valise. « Dans la poche latérale, mais je ne veux pas que tu appelles qui que ce soit pour l'instant. Pourquoi ? Tu veux souffrir inutilement ? Je veux que Valérie revienne et nous retrouve ici. Je veux qu'elle voie que nous sommes restés, que nous n'avons pas abandonné la famille. » Sylvie trouva le téléphone et vérifia le réseau. Il n'y avait qu'une seule barre, mais c'était suffisant pour passer un appel. Elle fut tentée d'appeler une ambulance, mais elle comprit le point de vue de son mari. Si on les secourait maintenant, tout son plan aurait été vain. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais si tu t'aggraves, j'appellerai quelqu'un avec ou sans ta permission. » « Juste, acquiesça-t-il. Pendant la matinée,
Sylvie prit soin de Gérard comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle prépara une tisane avec des herbes qu'elle avait trouvées près de la cabane, lui donna ses médicaments aux heures prévues et resta à ses côtés pendant qu'il se reposait. C'était un renversement des rôles. Pendant des décennies, il avait été celui qui prenait soin d'elle, le protecteur, et elle s'était habituée à dépendre de lui pour résoudre les problèmes pratiques. « Tu sais, » dit-elle en lui rafraîchissant le front avec un linge humide, « je ne t'ai jamais vu fragile avant. En 40 ans de mariage, tu as toujours été le fort, celui qui s'occupait de tout. Et comment te sens-tu en me voyant ainsi ?» demanda-t-il, gardant les yeux fermés. « Effrayée, admit-elle, mais aussi proche de toi. C'est étrange à dire, mais prendre soin de toi ainsi m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu me laisses prendre soin de toi. Tu te montres vulnérable avec moi. Et c'est quelque chose que tu n'avais pas fait depuis longtemps. » Gérard ouvrit les yeux et la regarda. « J'ai toujours pensé que la vulnérabilité était un signe de faiblesse, que mon rôle était de te protéger de toute inquiétude ou difficulté. Mais en me protégeant de tes inquiétudes, tu m'as aussi exclu de ta vie intérieure, » dit Sylvie. « Je voulais être ta partenaire, pas seulement ta dépendante. Et maintenant ? Maintenant, je me sens comme ta partenaire, » dit-elle en embrassant son front. Enfin, au milieu de l'après-midi, ils entendirent le bruit d'un moteur de bateau qui approchait. Sylvie courut à la fenêtre et vit une embarcation familière jeter l'ancre sur la petite plage où ils avaient été déposés 2 jours plus tôt. « C'est elle, » dit Sylvie, le cœur battant. Valérie est revenue. Gérard se leva du lit avec quelques difficultés, mais refusa l'aide de Sylvie pour marcher. « Je dois être debout quand elle arrivera, » dit-il. « Je dois paraître fort. »« Gérard, tu n'as pas à faire semblant devant notre fille. »« Si, je le dois. Du moins au début. Je ne peux pas la laisser me voir faible avant d'avoir tout expliqué. » Ils marchèrent lentement sur le sentier qui ramenait à la plage. Gérard s'appuyait sur le bras de Sylvie, mais tentait de masquer sa faiblesse. Lorsqu'ils émergèrent de la végétation, ils virent Valérie plantée dans le sable, les mains sur les hanches, dans une posture qui irradiait la colère. Valérie avait 42 ans, des cheveux châtains toujours parfaitement coiffés, et un visage qui combinait la détermination de son père et la sensibilité de sa mère. À cet instant, cependant, son expression était d'une fureur pure. « Vous avez vraiment cru que je n'allais pas le découvrir ?» cria-t-elle dès qu'elle les vit. « Vous avez cru que j'étais assez bête pour tomber dans cette mascarade ?» « Valérie, » commença Gérard, mais elle l'interrompit. « Non, ne venez pas avec des excuses. » Elle était visiblement bouleversée. « Papa, tu m'as donné de faux documents. Tu m'as fait croire que tu m'avais légué la maison et toutes les économies de la famille. Tu sais l'humiliation que j'ai subie à l'étude notariale quand ils ont découvert que les papiers étaient faux. Ma fille, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi? Que vous avez décidé de me donner une leçon? Que vous avez pensé que j'avais besoin d'être punie parce que je n'étais pas la fille parfaite que vous vouliez ?» Sylvie fit un pas en avant. « Valérie, s'il te plaît, laisse ton père parler. Il y a des choses que tu dois savoir. »« Des choses que je dois savoir ?» Valérie rit, mais il n'y avait aucune joie dans ce son. « Maman, la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est que vous êtes tous les deux des manipulateurs et que j'ai été une idiote de penser que nous pouvions nous réconcilier. »« Je suis malade, Valérie. » Les mots de Gérard sortirent, clairs et fermes, tranchant à travers la colère de sa fille comme une lame. Valérie s'arrêta au milieu d'une phrase et le regarda avec une expression de confusion. « Qu'est-ce que tu as dit ? »« Je suis malade, » répéta-t-il, sa voix devenant plus faible. « Cancer du poumon. Stade avancé. Il me reste quelques mois à vivre. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu, à l'exception du bruit des vagues déferlant sur la plage. Valérie regarda son père, puis sa mère, cherchant des signes que ce n'était qu'une manipulation de plus. « Tu mens, » dit-elle finalement, mais sa voix avait perdu de sa force. « Tu mens pour me faire culpabiliser. » Gérard se mit à tousser, et cette fois, il ne réussit pas à cacher le sang sur son mouchoir. Valérie vit les gouttes rouges et son expression changea complètement. « Papa ?» murmura-t-elle en faisant un pas vers lui. « Je ne mens pas, ma fille, » dit Gérard quand la quinte de tout fut passée, « et je ne te raconte pas tout ça pour te manipuler. Je te le dis parce que tu mérites une explication sur les raisons pour lesquelles j'ai fait tout cela. » Valérie se laissa tomber dans le sable,
comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. « Depuis combien de temps tu le sais ?»« 3 mois. »« Et pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que je voulais utiliser le temps qu'il me restait pour essayer de réparer notre famille, » dit Gérard, s'asseyant dans le sable à côté d'elle. « Et je savais que si je t'annonçais d'abord la maladie, toutes nos conversations ensuite seraient guidées par la pitié, pas par l'honnêteté. » Valérie cacha son visage dans ses mains, exactement comme Sylvie l'avait fait 2 jours plus tôt. « Je ne comprends pas. Pourquoi la mise en scène avec les documents? Pourquoi nous abandonner sur l'île? Parce que j'ai pensé qu'il nous fallait un choc pour nous forcer à avoir de vraies conversations, » expliqua Gérard. « Depuis des années, notre famille fonctionne sur la politesse de surface et les ressentiments refoulés. Je voulais créer une situation où nous serions obligés d'être honnêtes les uns avec les autres. »« Et ça a marché ?» demanda Valérie, le regardant à travers ses doigts. « Vous avez été honnêtes l'un avec l'autre ?» Sylvie s'assit de l'autre côté de sa fille. « Nous avons eu des conversations plus honnêtes ces 3 derniers jours que depuis des années, Valérie. Ton père et moi avons reconnu beaucoup d'erreurs que nous avons commises en tant que couple et en tant que parents. Quel genre d'erreurs? Nous avons manqué à notre devoir envers toi en n'étant pas des parents émotionnellement présents, dit Gérard sans hésiter. Nous étions tellement préoccupés par ta sécurité matérielle et par les apparences que nous en avons oublié de vraiment t'apprendre à connaître qui tu étais en tant que personne. Et nous avons aussi manqué l'un à l'autre en tant que partenaires sur le plan émotionnel, ajouta Sylvie. Ces dernières années, nous sommes devenus des compagnons de convenance plutôt qu'un couple qui s'aime et se soutient vraiment. » Valérie resta silencieuse un long moment, les yeux perdus sur la mer. Quand elle parla enfin, sa voix était pleine de douleur. « Vous savez pourquoi je vous ai emmené ici? La vraie raison? »« Pour nous donner une leçon, » répondit Gérard. « Pas seulement ça, » dit Valérie. « Je voulais que vous ressentiez ce que c'est que de se sentir abandonné. Je voulais que vous compreniez ce que ça a été de grandir en me sentant émotionnellement abandonné par vous, même en vivant sous le même toit. » La confession de Valérie frappa ses 2 parents en plein ventre. C'était exactement ce que Gérard avait soupçonné, mais entendre la confirmation était douloureux. « Et comment tu te sens maintenant ?» demanda Sylvie doucement. « Après nous avoir vus ici pendant 3 jours ?»« Perdu, » admit Valérie. « Parce que vous n'aviez pas l'air de souffrir comme je l'avais imaginé. Vous aviez l'air plus proche, plus connecté. »« Nous sommes plus connectés en effet, » dit Gérard. « Cet abandon nous a forcés tous les 2 à affronter des vérités sur notre relation que nous évitions depuis des années. »« Et sur notre relation avec toi aussi, » ajouta Sylvie. « Nous avons beaucoup parlé de nos échecs en tant que parents, Valérie, et nous voulons avoir la chance de faire mieux dans les prochains mois. »« Les prochains mois, » répéta Valérie, la réalité de la maladie de son père la frappant de plein fouet. « Combien de mois exactement ?»« 3 à 6, d'après le médecin, » répondit Gérard. « Peut-être un peu plus si je fais une chimiothérapie, mais j'ai décidé que je préfère la qualité de vie à la quantité. » Valérie se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds qui venaient de des années de douleur refoulées. Sylvie tendit le bras pour la prendre dans ses bras, hésita un instant, puis l'attira contre elle. À sa grande surprise, Valérie ne résista pas. « Je suis désolée, papa, » réussit-elle à dire entre 2 sanglots. « Je suis désolée de vous avoir abandonnés ici. Je suis désolée d'avoir été si cruelle. Et moi, je suis vraiment désolée de t'avoir fait te sentir abandonnée pendant toute ton enfance, » répondit Gérard, tendant la main pour toucher le visage de sa fille. « Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été le père émotionnellement présent que tu méritais. Et moi, je suis vraiment désolée d'avoir été une mère plus préoccupée par le contrôle que par la compréhension, » dit Sylvie, en serrant contre elle les 2 personnes qu'elle aimait le plus au monde. Ils restèrent enlacés sur le sable pendant longtemps, pleurant les années perdues, les mots jamais dits, les occasions d'aimer qu'ils avaient gaspillées. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il y avait quelque chose de différent entre eux, une intimité qui n'existait plus depuis des décennies. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne, cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant je continue. « Papa, » dit Valérie en essuyant son visage, « tu ne veux vraiment pas faire de chimiothérapie? Tu ne veux pas au moins essayer de gagner plus de temps? » « Ma fille, j'ai déjà beaucoup cherché sur ma condition, » répondit Gérard. « Les traitements disponibles me donneraient peut-être quelques mois de plus,
mais je passerai la plus grande partie de ce temps malade, faible, hospitalisé. Je préfère vivre pleinement les mois qui me restent. Mais s'il y avait de nouveaux traitements, et s'il y avait de l'espoir? Valérie, je comprends ton désespoir, dit doucement Sylvie. J'ai ressenti la même chose quand il me l'a annoncé. Mais il a raison. Les médecins ont été très clairs sur le pronostic. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Valérie. Comment allons-nous utiliser ce temps? D'abord, nous rentrons à la maison, dit Gérard, et ensuite, nous allons essayer d'être une vraie famille pendant les prochains mois. Nous allons parler de choses réelles, réparer ce qui peut encore l'être, et nous dire au revoir comme il faut. Et après? La voix de Valérie était petite, comme celle d'une enfant effrayée. Après, toi et ta mère, vous continuerez à vivre, dit Gérard avec une fermeté surprenante. Et vous aurez une meilleure relation parce que nous aurons travaillé tous les trois à réparer notre famille pendant qu'il était encore temps. Le voyage de retour vers le continent fut très différent du voyage à l'aller. Cette fois, ils parlèrent ouvertement tous les trois. Valérie raconta ses frustrations face à son mariage qui avait pris fin. Combien elle se sentait inadaptée en tant que fille, ses peurs de répéter les schémas relationnels qu'elle avait appris à la maison. Gérard et Sylvie, de leur côté, partagèrent plus de détails sur la façon dont ils s'étaient éloignés au fil des ans, sur la manière dont ils avaient cessé de vraiment communiquer, sur la façon dont ils avaient laissé les responsabilités de la vie adulte étouffer l'amour qu'ils avaient un jour ressenti l'un pour l'autre. « Tu sais, » dit Valérie pendant le voyage, « j'ai toujours pensé que vous aviez un mariage parfait. Vous ne vous disputiez jamais devant moi, vous ne vous êtes jamais séparés, vous aviez toujours l'air d'une équipe. Nous étions une équipe fonctionnelle, corrigea Sylvie, mais nous n'étions pas des partenaires sur le plan émotionnel. La différence est subtile, mais importante. Et cela a influencé ma façon de voir les relations, réalisa Valérie. J'ai appris que le mariage, c'était partager des responsabilités et sauver les apparences, pas l'intimité émotionnelle et la vulnérabilité. C'est pour ça que ton mariage n'a pas fonctionné? Demanda Gérard avec précaution. En partie, oui, admit Valérie. Je n'ai jamais appris à avoir des conversations difficiles avec un partenaire. Quand des problèmes surgissaient, soit j'explosais de colère, soit je me renfermais dans le silence. Je ne savais pas comment être vulnérable ni comment résoudre les conflits de façon saine, parce que nous ne te l'avons jamais appris, dit Sylvie avec regret. Nous ne savions pas nous-mêmes comment faire. Quand ils arrivèrent à la maison à Paris, il commençait à faire sombre. La maison semblait différente pour eux tous, comme si 3 jours d'honnêteté avaient changé l'énergie du lieu. Valérie aida son père à s'installer dans un fauteuil au salon pendant que Sylvie préparait un thé. « Père, » dit Valérie, s'asseyant sur le canapé en face de lui. « Je veux passer plus de temps avec vous dans les mois à venir. Je veux rattraper toutes ces années où j'ai été une fille absente. »« Tu n'as pas été une fille absente, Valérie, » corrigea Gérard. « Tu t'es éloignée parce que tu ne savais pas comment te connecter à nous de façon authentique. La faute était à nous, pas à toi. Quand même, je veux rattraper le temps perdu. Est-ce que je peux travailler de la maison quelques jours par semaine? Est-ce que je peux venir déjeuner ici régulièrement? » « Bien sûr que tu peux, » dit Sylvie, apportant le thé. « En fait, j'adorerais ça. Mais je veux que ce soit différent cette fois, » continua Valérie. « Je ne veux pas que notre relation repose sur de la politesse superficielle. Je veux de vraies conversations, même si elles sont difficiles. »« De vraies conversations sur quoi ?» demanda Gérard. « Sur tout, sur mon enfance, sur comment vous vous êtes rencontrés, sur vos regrets, sur mes peurs, sur ce que vous ressentez vraiment à propos de vos choix de vie. »« Cela pourrait être douloureux, » avertit Sylvie. « Je sais, » dit Valérie. « Mais une douleur partagée vaut mieux qu'une distance émotionnelle. Je l'ai appris ces 3 derniers jours. Dans les semaines qui suivirent, la famille Bernard vécut une transformation remarquable. Valérie tint sa promesse de passer plus de temps avec ses parents, mais cette fois les visites étaient complètement différentes. Au lieu de conversations polies sur la météo et de potins de voisinage, ils avaient des discussions profondes sur la vie, l'amour, les regrets et les espoirs. Gérard raconta à Valérie des histoires de sa propre enfance qu'elle n'avait jamais entendues, sur la distance émotionnelle de son propre père, sur la façon dont il avait juré d'être différent, mais avait fini par répéter les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Sylvie partagea ses propres insécurités sur la maternité,
sur son sentiment d'inadéquation comme mère depuis le début, sur la façon dont elle avait essayé de compenser en étant parfaite dans les autres domaines de la vie domestique. Et Valérie, à son tour, ouvrit son cœur sur des années de solitude émotionnelle, sur ses relations ratées, sur ce sentiment de n'être jamais assez bien pour personne. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Valérie lors d'un de ces déjeuners devenus une tradition hebdomadaire. « J'ai passé des années à penser que vous ne m'aimiez pas assez, et vous avez passé des années à penser que vous ne saviez pas comment m'aimer correctement. » Et les deux camps avaient raison, observa Gérard. Nous t'aimions, mais nous ne savions pas comment exprimer cet amour d'une manière que tu puisses ressentir. Et je savais que vous m'aimiez, mais je n'arrivais pas à me sentir aimé parce que l'amour n'était pas communiqué dans le langage que j'avais besoin d'entendre, ajouta Valérie. Quel langage avais-tu besoin d'entendre ? Demanda Sylvie, sincèrement curieuse. J'avais besoin de conversations sur mes sentiments. J'avais besoin que vous me posiez des questions sur mes peurs, mes rêves, mes doutes. J'avais besoin de me sentir vu comme une personne à part entière, pas seulement comme le reflet de votre réussite en tant que parent. « Et quel langage aviez-vous besoin de moi ?» demanda Valérie. « Nous avions besoin de patience face à nos erreurs, » dit Gérard, « et de reconnaissance pour les efforts que nous avons faits, même lorsqu'ils étaient inadéquats. Et nous avions besoin que tu comprennes que nos défauts en tant que parents ne signifiaient pas que nous ne t'aimions pas profondément, » ajouta Sylvie. Ces conversations devinrent le fondement d'une nouvelle dynamique familiale. Pour la première fois en des décennies, ils apprenaient à se connaître les uns les autres comme des personnes complexes, et non simplement comme des rôles familiaux. Au fil des semaines, la santé de Gérard se détériora progressivement. Il avait des bons jours et des mauvais jours, mais la tendance générale était au déclin. Sylvie et Valérie se relayaient pour prendre soin de lui, et ses heures de soins devinrent parmi les plus intimes que la famille ait partagées. « Père, » dit Valérie un après-midi où elle l'aidait avec ses médicaments, « as-tu peur de partir ?» C'était une question que Sylvie n'avait jamais osé poser, mais que tout le monde se posait. « J'ai peur de vous laisser souffrir toutes les deux, » répondit Gérard honnêtement. « Mais je n'ai pas peur du départ en lui-même. Je me sens en paix parce que j'ai réussi à réparer notre famille avant de partir. »« Tu penses vraiment que notre famille est réparée ?» demanda Valérie. « Je pense que notre famille a enfin appris à s'aimer vraiment, » dit-il. « Et c'est plus que ce que j'imaginais possible il y a quelques mois. Et toi, maman ?» Valérie se tourna vers Sylvie. « Comment tu te sens à propos de ce qui va arriver ?» Sylvie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je suis dévastée à l'idée de perdre ton père, mais je suis aussi reconnaissante pour ces derniers mois que nous avons passés ensemble. Nous nous sommes redécouverts en tant que couple et en tant que famille, d'une manière que je ne croyais plus possible. »« Et nous deux ?» demanda Valérie. « Tu penses que nous arriverons à maintenir cette proximité après que papa sera parti ?»« Je l'espère, » dit Sylvie. « Mais cela exigera un effort conscient de notre part à toutes les deux. Ce sera facile de retomber dans nos vieux schémas lorsque nous ferons face à la douleur de la perte. »« Alors faisons un pacte, » proposa Valérie. « Engageons-nous à continuer d'avoir des conversations honnêtes, même quand c'est difficile. Engageons-nous à ne pas laisser les ressentiments s'accumuler à nouveau. »« J'accepte ce pacte, » dit Sylvie, tendant la main vers sa fille. « Et je suis témoin, » dit Gérard avec un sourire faible mais sincère. Au cours d'un des derniers jours où Gérard avait encore la force de sortir de la maison, il demanda à visiter la plage où tout avait commencé. Pas l'île, cela serait impossible dans son état, mais une plage publique à Deauville où ils étaient allés quelques fois quand Valérie était enfant. Tous les trois s'assirent sur le sable, observant les vagues, et Gérard dit quelque chose qui resterait gravé à jamais dans la mémoire de Sylvie et de Valérie. « Vous savez quel a été le plus grand cadeau que cette expérience m'a offert ?» demanda-t-il. « Quoi ?» demandèrent Sylvie et Valérie presque à l'unisson. « L'opportunité de connaître ma femme et ma fille comme des personnes réelles, dit-il. J'ai passé 40 ans à vivre avec vous deux, mais ce n'est que maintenant que je vous ai vraiment connue, et vous êtes bien plus intéressante, complexe et merveilleuse que je ne l'aurais jamais imaginé. » Ces mots résumaient parfaitement ce qui était arrivé à la famille Bernard. La crise avait forcé chacun d'eux à se dépouiller des masques qu'ils portaient face aux autres et à se connaître vraiment pour la première fois. Gérard partit un tranquille matin d'automne, à la maison, entouré de Sylvie et de Valérie. Ses derniers mots furent des mots de gratitude,
Gratitude d'avoir eu la chance de réparer sa famille. Gratitude d'avoir connu ses 2 femmes préférées comme des personnes réelles. Gratitude de partir en paix. Les funérailles furent petites et intimes, exactement comme il l'avait demandé. Mais la chose la plus remarquable fut la manière dont Sylvie et Valérie se soutinrent mutuellement au cours de cette épreuve. Au lieu de s'isoler chacune dans leur propre douleur, elles partagèrent l'expérience de la perte de façon ouverte et honnête. « Tu sais, » dit Valérie à Sylvie après les funérailles, tandis qu'elles rangèrent les affaires de Gérard, « je ressens bien plus que de la tristesse. Je ressens aussi de la gratitude. » « De la gratitude ?» demanda Sylvie, surprise. « De la gratitude d'avoir eu la chance de connaître mon père vraiment avant qu'il ne soit trop tard. De la gratitude d'avoir eu des mois de conversations honnêtes avec vous deux. De la gratitude d'avoir maintenant une mère que je peux appeler une vraie amie. » Sylvie se mit à pleurer. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'un mélange complexe d'émotions, la douleur de la perte, mais aussi le soulagement d'avoir retrouvé sa fille et l'espoir d'une nouvelle phase dans leur vie. Dans les mois qui suivirent, Sylvie et Valérie tinrent le pacte qu'elles avaient fait. Ils continuèrent à se rencontrer régulièrement, continuèrent à avoir des conversations honnêtes, continuèrent à travailler à la reconstruction de leur relation sur des bases plus solides. « Parfois, je me demande, » dit Valérie, lors d'un de ces déjeuners qu'ils avaient gardé comme une tradition, si papa avait tout planifié dès le début, s'il savait exactement comment les choses allaient se dérouler. « Je pense qu'il avait de l'espoir, » répondit Sylvie. « Il a parié que si nous étions tous les 3 forcés de faire face à la vérité sur notre famille, nous pourrions trouver un moyen de mieux nous aimer. Et il avait raison. Il avait raison. » 1 an après le départ de Gérard, Sylvie et Valérie décidèrent de faire un voyage ensemble. Pas pour l'île où tout avait commencé. Cet endroit resterait toujours trop spécial pour être revisité à la légère, mais pour une retraite bien-être dans une ville de montagne de l'arrière-pays marseillais. Ce fut au cours de ce voyage que Valérie fit une confession importante à sa mère. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un », dit-elle un après-midi alors qu'elle marchait sur un sentier boisé. « Quelqu'un de spécial ?» demanda Sylvie, essayant de ne pas montrer à quel point elle était impatiente d'entendre la réponse. « Très spécial », confirma Valérie avec un sourire. « Une femme qui s'appelle Chloé. Elle est psychologue, elle a 2 enfants d'une relation précédente et elle est merveilleuse. »« Et comment te sens-tu avec elle ?» demanda Sylvie, se souvenant de la conversation sur l'orientation sexuelle qui avait si misérablement échoué des années auparavant. « Je me sens heureuse, » dit Valérie simplement. « Plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Et cette fois, j'arrive à avoir des conversations honnêtes sur nos sentiments et nos peurs. J'arrive à être vulnérable sans me sentir faible. Parce que tu as appris comment faire, observa Sylvie. Exactement. Ces derniers mois avec toi et papa m'ont appris ce qu'est une véritable intimité émotionnelle. Et maintenant, j'arrive à appliquer ces leçons dans ma relation avec Chloé. J'adorerais la rencontrer, dit Sylvie sincèrement. Vraiment ? Demanda Valérie, encore un peu sûre d'elle malgré toute la proximité qu'elles avaient conquise. « Valérie, je veux rencontrer quiconque te rend heureuse, » dit Sylvie fermement. « Et je veux être présente dans ta vie d'une manière que je n'ai jamais réussi à l'être auparavant. »« Et les petits-enfants dont tu as toujours rêvé ?» demanda Valérie prudemment. « Chloé a des enfants, mais ils ne sont pas biologiquement les miens. »« Ma fille, » l'interrompit Sylvie. J'ai appris que la famille ne se résume pas à la biologie ou à la réalisation de rêves que j'ai projetés sur ta vie. Il s'agit d'amour, de présence et de connexion authentique. Si Chloé et ses enfants font partie de ta vie, alors ils feront partie de la mienne aussi. À leur retour du voyage, Valérie amena Chloé et les enfants rencontrer Sylvie. Ce fut une rencontre un peu nerveuse au début, mais elle se transforma rapidement en un après-midi agréable, rempli de conversations, de rires et du début de nouveaux liens familiaux. « Ta mère est exactement comme tu l'as décrite, » dit Chloé à Valérie à la fin de la visite. « Je vois d'où vient ta détermination à construire des relations honnêtes. »« En fait, » corrigea Valérie, « nous avons appris cela ensemble récemment. Ma mère a dû faire un cheminement aussi difficile que le mien pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. » 2 ans après l'épisode de l'île, Sylvie prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle décida de reprendre ses études. À 69 ans,
elle s'inscrivit à un cours de psychologie dans une université publique de Paris. « Pourquoi la psychologie, maman ?» demanda Valérie lorsqu'elle apprit la décision. « Parce que j'ai découvert que je suis très intéressée par la compréhension du fonctionnement des familles, » répondit Sylvie. « Et parce que je veux aider d'autres personnes à éviter les erreurs que nous avons commises pendant tant d'années. »« Tu veux travailler comme psychologue ?»« Je veux travailler en thérapie familiale, » dit Sylvie, avec une conviction qui la surprit elle-même. « Je veux aider les familles à avoir les conversations difficiles avant qu'il ne soit trop tard. » La formation a été un défi pour Sylvie. Reprendre ses études à 69 ans, après des décennies passées comme femme au foyer, a exigé une discipline et une détermination qu'elle ne savait pas posséder. Mais cela a aussi été profondément gratifiant. Chaque cours sur les dynamiques familiales, la communication et la résolution de conflits lui offrait de nouvelles perspectives sur son propre parcours. Valérie, de son côté, a décidé de suivre une thérapie individuelle pour continuer à travailler sur des questions personnelles qui avaient émergé lors des conversations familiales. Et, plus tard, elle et Chloé ont commencé une thérapie de couple pour s'assurer qu'elles construisaient leur relation sur une base solide de communication honnête. « Tu sais, » dit Valérie à Sylvie lors d'une des réunions familiales qui incluait désormais Chloé et les enfants. « Parfois j'ai l'impression que papa est encore avec nous, voyant comment notre famille a évolué. »« Comment ça ?» demanda Sylvie. « Je le vois dans la façon dont toi et moi parlons maintenant. Je le vois dans le courage que tu as eu de reprendre tes études. Je le vois dans la façon dont j'ai réussi à m'ouvrir à nouveau à l'amour. J'ai l'impression que son sacrifice a créé une vague de guérison qui continue de se propager. » Sylvie sourit, touchée par la remarque de sa fille. « Je crois que tu as raison. Ton père a toujours cru qu'une petite action courageuse pouvait avoir des conséquences bien plus grandes que ce que l'on imagine. Son plan n'était pas seulement de nous réunir pendant quelques mois, c'était de nous apprendre à toutes les trois à aimer plus profondément et plus honnêtement. Et cet apprentissage se propage aussi à notre nouvelle famille, ajouta Chloé, qui était devenue non seulement la compagne de Valérie, mais une amie proche de Sylvie. Vous apprenez à mes enfants que les conflits peuvent être résolus par la conversation, que les différences peuvent être acceptées avec amour, que les familles peuvent choisir de grandir et de s'améliorer ensemble. 3 ans après l'expérience sur l'île, Sylvie est diplômée en psychologie et a commencé à recevoir des familles dans un centre social de Paris. Son premier cas a été une mère et sa fille qui ne se parlaient en plus depuis 5 ans à cause de désaccords sur leur choix de vie. Lors de la première séance, Sylvie a regardé les 2 femmes assises de part et d'autre de la pièce, chacune convaincue d'avoir raison et que l'autre avait tort, et elle a vu un reflet de ce qu'elle et Valérie avaient été quelques années plus tôt. « Vous savez, dit-elle doucement, parfois il faut une crise pour nous forcer à avoir des conversations que nous évitons depuis des années. Parfois, les situations les plus douloureuses peuvent devenir des opportunités pour construire des relations plus honnêtes et plus profondes. » Au cours des mois suivants, Sylvie a aidé des dizaines de familles à trouver des moyens de se reconnecter. Chaque cas était différent, mais elle partait toujours du même principe qu'elle avait appris sur l'île, que l'amour authentique exige le courage d'être vulnérable et l'honnêteté d'admettre ses erreurs. « Tu sais ce qui est le plus gratifiant dans mon travail ?» dit Sylvie à Valérie lors d'un des dîners familiaux hebdomadaires qui étaient redevenus une tradition. « Quoi ? Voir des familles avoir leur première conversation vraiment honnête. Voir le moment où les parents et les enfants arrêtent d'essayer de gagner les discussions et commencent à essayer de se comprendre mutuellement. C'est comme regarder des gens redécouvrir comment s'aimer. « Comme nous l'avons fait », observa Valérie. « Comme nous l'avons fait », confirma Sylvie. « Et chaque famille qui réussit cette transition est un hommage à la mémoire de ton père et au sacrifice qu'il a fait pour nous. » 4 ans après ces 3 jours transformateurs sur l'île, la famille recomposée de Sylvie et Valérie s'est réunie pour célébrer le 75e anniversaire de Sylvie. La table comprenait Valérie, Chloé, les 2 enfants de Chloé, qui appelèrent désormais Sylvie « Mamie », et quelques amis proches qui étaient devenus une famille de cœur. Pendant le dîner, Valérie s'est levée pour porter un toast. « Je veux porter un toast à la femme la plus courageuse que je connaisse », dit-elle en regardant directement Sylvie. Une femme qui, à 67 ans, a eu le courage d'admettre ses erreurs, à 69 ans s'est remise à étudier,
à 72 ans a commencé une nouvelle carrière et à 75 ans continue d'apprendre et de grandir chaque jour. Et moi, je veux porter un toast, ajouta Sylvie en se levant à son tour, à une fille qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la famille est quelque chose que nous construisons consciemment chaque jour, et que l'amour véritable est quelque chose que nous choisissons de pratiquer, pas seulement de ressentir. Et moi, je veux porter un toast, dit Chloé, en se joignant au toast, à un homme que je n'ai jamais connu mais qui a changé toutes nos vies. Gérard, où que vous soyez, merci de nous avoir appris que parfois, il faut créer une crise pour trouver un remède. Pendant qu'il trinquait, Sylvie regarda autour de la table et ressentit une profonde gratitude pour le chemin sinueux qui avait mené sa famille à ce moment. La douleur de la perte de Gérard était toujours présente, mais elle avait été transformée en quelque chose de constructif, une force qui les poussait à mieux aimer, à communiquer plus honnêtement et à valoriser chaque instant de connexion authentique. Plus tard, dans la soirée, après que tout le monde fut parti, Sylvie et Valérie s'assirent sur la terrasse de la maison, regardant les étoiles et parlant de l'homme qui était à la fois père et mari et qui avait orchestré la transformation de leur vie. « Maman, » dit Valérie doucement, « tu crois que papa savait que les choses allaient évoluer de cette façon, que tu allais devenir thérapeute, que j'allais retrouver l'amour, que notre famille allait s'agrandir de façon si belle? Je crois que ton père avait une vision, » répondit Sylvie, pensive. Pas une vision précise des détails, mais une vision du fait que nous étions capables de bien plus d'amour et de connexion que ce que nous montrions. Il a parié sur notre capacité à grandir. « Et regarde ce que nous sommes devenus, » dit Valérie en souriant. « Une famille qui se connaît vraiment, se soutient et s'aime de façon consciente et intentionnelle. Le genre de famille que j'ai toujours rêvé que nous soyons, mais dont je n'ai jamais su comment la créer, » approuva Sylvie. « Et le genre de famille que j'apprendrai aux enfants de Chloé à construire pour eux-mêmes à l'avenir, » ajouta Valérie. Elles restèrent silencieuses un moment, contemplant le voyage extraordinaire qu'elles avaient accompli ensemble. D'une famille fragmentée et émotionnellement distante, elles s'étaient transformées en un groupe de personnes qui se connaissaient profondément, se soutenaient inconditionnellement et s'aimaient avec toute la complexité et l'imperfection que l'amour véritable exige. « Tu sais, » dit finalement Sylvie, « parfois je me demande si d'autres familles doivent traverser une crise aussi dramatique que la nôtre pour trouver ce type de connexion. »« J'espère que non, » répondit Valérie. « J'espère que certaines familles sont assez sages pour commencer à avoir des conversations honnêtes avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pour cela que j'aime mon travail de thérapeute, » dit Sylvie. « Parce que je peux aider les familles à trouver cette honnêteté sans avoir à attendre qu'une crise les y force. L'héritage de papa se multiplie à travers ton travail, » observa Valérie. « Et à travers la façon dont tu construis ta nouvelle famille, aussi, » répliqua Sylvie. « Tu es en train de créer un foyer fondé sur une communication honnête et un amour conscient. Les enfants de Chloé grandiront en sachant comment avoir une véritable intimité émotionnelle. »« C'est drôle, » dit Valérie, en riant doucement. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 4 ans que j'aurais cette conversation avec toi sur une terrasse, en parlant d'amour conscient et d'intimité émotionnelle, j'aurais dit que c'était impossible. Et si quelqu'un m'avait dit que je serais une psychologue de 75 ans aidant d'autres familles à se reconnecter, j'aurais trouvé cela impossible moi aussi, » ajouta Sylvie. « C'est peut-être la plus grande leçon que papa nous ait enseignée, » songea Valérie. « Qu'il n'est jamais trop tard pour transformer notre vie et nos relations. Que podemos escolher crescer e mudar em qualquer idade. E que às vezes, as situações que parecem mais desesperadoras podem se transformar nas maiores bênçãos de nossas vidas, » concorda Sylvie. 5 ans après ce premier jour sur l'île, Sylvie reçut une invitation qui la toucha profondément. Valérie et Chloé avaient décidé de se marier, et elles voulaient que la cérémonie ait lieu sur une plage. Non pas sur l'île où tout avait commencé, mais sur une plage accessible où toute la famille élargie pourrait être présente. « Nous voulons que tu fasses un discours lors de la cérémonie, » dit Valérie en remettant l'invitation à sa mère. « Sur la famille, sur l'amour, sur les secondes chances. »« Je serai honorée, » répondit Sylvie émue. « Mais que voulez-vous que je dise précisément ? » « Nous voulons que tu racontes notre histoire, » dit Chloé. «
L'histoire d'une famille qui peut se transformer quand les gens ont le courage d'être honnêtes les uns avec les autres. Parce que notre histoire ne parle pas seulement de nous trois, ajouta Valérie. Elle parle de la possibilité de guérison et de transformation qui existe dans toute famille, peu importe à quel point elle semble brisée. Le jour du mariage, Sylvie se leva devant un groupe d'une 50aine de personnes. Famille, amis, collègues de travail, patients devenus amis, et raconta l'histoire de 3 jours sur une île qui avait changé 3 vies pour toujours. L'histoire que je vais vous raconter, commença-t-elle, est celle d'un homme sage qui a compris que parfois il faut créer une tempête pour trouver le calme. C'est l'histoire d'une femme qui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour vraiment connaître les personnes que nous aimons. Et c'est l'histoire d'une fille qui a découvert que le pardon et l'amour peuvent coexister avec l'honnêteté sur les blessures du passé. Elle raconta l'abandon sur l'île, les révélations douloureuses, les conversations difficiles et la transformation progressive qui avait suivi. Elle parla de la façon dont le sacrifice conscient de Gérard avait créé des vagues de guérison qui continuaient de se propager à travers leur vie et celle des personnes qu'il touchait. La leçon la plus importante que nous ayons apprise, conclut-elle, est que la famille n'est pas simplement quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose que nous créons consciemment, chaque jour, à travers nos choix sur la façon dont nous communiquons, dont nous nous soutenons et dont nous choisissons de nous aimer malgré nos imperfections. Valérie et Chloé commencent aujourd'hui une nouvelle famille fondée sur ces principes. Une famille qui choisit l'honnêteté plutôt que la convenance, la vulnérabilité plutôt que le contrôle, la croissance plutôt que la stagnation. Et nous tous, ici présents, sommes invités à faire partie de cette famille élargie, fondée non pas sur le sang ou l'obligation, mais sur l'amour conscient et le soutien mutuel. Lorsqu'elle termina son discours, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Mais ce n'étaient là pas seulement des larmes de tristesse ou de nostalgie, c'étaient des larmes de reconnaissance, d'espoir, de gratitude pour la possibilité d'amour et de guérison qui existent dans toutes les familles, même les plus meurtries. Après la cérémonie, une femme s'approcha de Sylvie. « Je m'appelle Carmen, dit-elle. Je suis mère de 3 enfants adultes qui ne me parlent plus depuis 2 ans. Après avoir écouté votre histoire, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Je veux essayer de reconstruire ma famille. »« Ce sera un plaisir de vous aider, » répondit Sylvie. « Mais sachez que cela exigera beaucoup de courage de votre part. Reconstruire des relations familiales signifie être prête à admettre ses erreurs, à écouter des vérités douloureuses et à changer des schémas de comportement que vous utilisez peut-être depuis des décennies. »« Je suis prête, » dit Carmen avec détermination. « Si une famille peut se transformer comme la vôtre s'est transformée, alors il y a de l'espoir pour la mienne aussi. » À cet instant, Sylvie comprit que l'histoire de sa famille était devenue bien plus grande que leur propre vie. Elle était devenue un symbole d'espoir pour d'autres personnes qui luttaient avec des relations familiales fragmentées. 6 ans après l'île, Sylvie a eu 76 ans et a décidé d'écrire un livre sur son expérience. Pas comme un manuel de développement personnel, mais comme un récit honnête sur les défis et les récompenses de reconstruire des relations familiales au 3e âge. « Pourquoi un livre, maman ?» a demandé Valérie lorsqu'elle a eu connaissance du projet. « Parce que je rencontre beaucoup de familles dans mon cabinet qui pensent qu'il est trop tard pour changer, » a expliqué Sylvie. « Surtout des personnes de ma génération qui ont été élevées en croyant que les changements profonds n'arrivent que lorsqu'on est jeune. Et tu veux prouver que ce n'est pas vrai. Je veux partager notre preuve vivante que la croissance, la guérison et la transformation peuvent arriver à tout âge, » a confirmé Sylvie. « Et que parfois, les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes de nos vies ne commencent que lorsque nous avons le courage d'être complètement honnêtes les uns avec les autres. » Le livre, intitulé « Il n'est jamais trop tard, 3 jours qui ont changé 3 vies » est devenu un petit succès éditorial. Non pas parce qu'il offrait des solutions faciles, mais parce qu'il offrait un espoir réaliste. Sylvie a commencé à recevoir des lettres de lecteurs de tout le pays, racontant leurs propres histoires de réconciliation familiale et de transformation personnelle. Une des lettres qui l'a le plus touchée venait d'un homme de 80 ans de Bordeaux. « Docteur Sylvie, j'ai lu votre livre et j'ai décidé d'appeler mon fils après 5 ans sans que nous nous parlions. Notre première conversation a été difficile, mais elle a été honnête pour la première fois en des décennies. Maintenant, nous nous parlons chaque semaine et il va venir me rendre visite le mois prochain.
Je pensais avoir perdu mon fils pour toujours, mais votre livre m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Papa serait fier, a dit Valérie lorsque Sylvie lui a lu la lettre. Il a parié sur la guérison de 3 personnes, mais il a fini par en inspirer des centaines. Je crois que c'était exactement ce qu'il espérait, a répondu Sylvie. Il a toujours cru qu'une action courageuse peut créer des vagues qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. 7 ans après l'expérience de l'île, Sylvie a eu une surprise qu'elle n'attendait pas. Chloé était enceinte et elle et Valérie avaient décidé d'utiliser la fécondation in vitro pour avoir un enfant biologique ensemble. « Nous allons avoir un bébé », a annoncé Valérie rayonnante lors d'un des dîners de famille. « Et nous voulons que tu sois la grand-mère la plus présente que ce bébé pourrait avoir. » Sylvie a été émue jusqu'aux larmes. À 77 ans, elle allait devenir grand-mère pour la première fois. Mais plus importante encore, elle allait être une grand-mère qui savait comment créer des liens émotionnels profonds dès le début. « Je vais apprendre à ce bébé à connaître l'arrière-grand-père qu'il ne connaîtra jamais, » a promis Sylvie. « Je vais lui raconter l'histoire de l'homme courageux qui a appris à notre famille à s'aimer vraiment. Et nous allons élever ce bébé dans une famille qui sait comment avoir des conversations honnêtes, résoudre les conflits avec respect et exprimer l'amour de manière consciente, » a ajouté Chloé. « Il va grandir en sachant que la famille est quelque chose que nous construisons activement, pas quelque chose qui nous arrive simplement. » Quand le bébé est né, un garçon qu'elles ont nommé Gérard en hommage au grand-père, Sylvie a ressenti une plénitude qu'elle ne savait pas possible. Tenir cet enfant dans ses bras, en sachant qu'il grandirait dans une famille fondée sur l'amour conscient et la communication honnête, fut la confirmation finale que le sacrifice de son mari avait valu la peine. « Bonjour, petit Gérard », a-t-elle murmuré au bébé lors d'une des premières visites. « Ta famille a une histoire incroyable à te raconter quand tu seras grand. Une histoire sur la façon dont l'amour peut transformer n'importe quoi, même quand cela semble impossible. » 8 ans après ces 3 jours transformateurs sur l'île, la famille élargie de Sylvie s'est réunie pour célébrer le premier anniversaire du petit Gérard. La table réunissait Sylvie, Valérie, Chloé, les 2 fils aînés de Chloé, désormais adolescents qui appelaient Valérie « maman », le bébé Gérard, et plusieurs amis qui étaient devenus une famille choisie. Pendant la fête, Sylvie regarda autour d'elle et fut impressionnée par ce qu'elle vit. Une famille qui se connaissait vraiment, qui se soutenait dans les moments difficiles, qui célébrait les réussites des uns et des autres, et qui entretenait des conversations honnêtes sur tout, depuis les petits désaccords jusqu'aux décisions importantes de la vie. « Tu sais quelle est la plus belle chose dans cette famille ?» dit Chloé à Sylvie en regardant les enfants jouer. « Quoi ?» « Personne ici n'a peur du conflit parce que nous savons tous que nous pouvons résoudre n'importe quoi en discutant. Personne ne garde de rancœur parce que nous savons tous comment présenter des excuses et pardonner. Et personne ne se sent seul parce que nous savons tous que nous sommes acceptés exactement tels que nous sommes. C'est le genre de famille dont ton grand-père a toujours rêvé pour nous, » dit Sylvie en regardant le petit Gérard qui dormait paisiblement dans les bras de Valérie. « Et c'est le genre de famille que ce bébé considérera comme normal, parce que c'est la seule qu'il connaîtra. Il grandira en pensant que toutes les familles communiquent avec honnêteté et s'aiment consciemment, » observa Valérie. « Et quand il découvrira que ce n'est pas le cas de toutes, peut-être pourra-t-il aider d'autres familles à apprendre ce que nous avons appris. »« L'héritage continue, » murmura Sylvie, touchée par l'idée que les enseignements de Gérard pourraient se perpétuer à travers les générations. Ce soir-là, une fois tout le monde rentré chez soi, Sylvie s'assit seule sur la terrasse, regardant les étoiles et conversant mentalement avec son mari, parti 8 ans plus tôt. « Tu y es arrivé, mon amour, pensa-t-elle. Tu as réussi à créer la famille dont nous avons toujours rêvé. Et plus que cela, tu as créé un héritage qui s'étendra bien au-delà de nos propres vies. Notre petite fille grandira dans une famille qui sait aimer pour de vrai. Mes patients apprennent à reconstruire leur propre famille. Nos amis voient qu'une transformation est possible à tout âge. 3 jours sur une île se sont transformés en une vie entière d'amour plus profond et plus conscient. Et tout cela parce que tu as eu le courage de miser sur notre capacité à grandir.
Une brise légère traversa la terrasse, agitant les feuilles des plantes que Sylvie avait soigneusement cultivées au fil des années. Pendant un instant, elle crut presque sentir la présence de Gérard à ses côtés, approuvant silencieusement tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « Merci », murmura-t-elle aux étoiles. « Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux aimer. » Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire de transformation et d'amour familial? Avez-vous déjà vécu des situations difficiles qui sont devenues des opportunités de croissance? Partagez dans les commentaires vos réflexions sur les secondes chances et la réconciliation familiale. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui traversent des moments similaires. N'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre travail et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.